Salut à tous, grosse vidéo sur la chaîne aujourd'hui sur un sujet particulièrement complexe et épineux à traiter. On peut dire que le Six Kings Slam a beaucoup fait parler de lui cette semaine, entre Daniil Medvedev qui récupère 1,5 million de dollars pour faire seulement de jouer au tennis pendant 1h09 contre Yannick Sinner, les 6 millions de dollars promis également au vainqueur de cette exhibition entre Alcaraz et Sinner. Mais dans cette vidéo on va pas forcément parler du cours, parce que c'est plutôt les à côté qui vont être intéressants, donc désolé pour les amateurs de Djokovic Nadal ou de Sinner Alcaraz. On va parler d'autres choses dans cette vidéo. Alors je précise, c'est très important, dans cette vidéo il n'y a pas un plaisir sadique de défoncer l'Arabie Saoudite. Le tennis doit être un sport international, c'est très important. Moi je suis content que le tennis s'exporte au Moyen-Orient dans l'absolu, sur le principe. Après il y a des détails quand même qui sont très importants et qu'on doit analyser froidement, sans ethnocentrisme. Moi c'est vraiment un truc que je déteste, ça, quand les gens analysent uniquement à travers leur propre prisme, en gros français, occidental versus le reste du monde. On n'aura pas du tout ce type de vision aujourd'hui. Moi c'est pas quelque chose qui m'anime de toute façon dans l'absolu. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, même si on va quand même in fine parler de tennis, et c'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes de l'histoire de la chaîne, donc c'est ça aussi qui est assez paradoxal. Donc n'hésitez pas à la soutenir, à claquer votre meilleur pouce et à me lâcher également un petit commentaire sur ce que vous pensez de ce sujet pour le moins tendu. Allez, on attaque la première partie de cette vidéo avec l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui est reproché concrètement à ce pays? Pourquoi on en parle autant? Pourquoi on dit l'Arabie Saoudite, c'est sulfureux, royaume controversé? Mais qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça? Parfois c'est pas clair, j'ai l'impression que quand je lis, quand je vois un petit peu les retours et les commentaires, il y a une grande confusion par rapport à ce pays. Du coup je vous fais une petite synthèse. Alors le premier point, c'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne, la traite d'êtres humains, des personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique et qui sont forcées de travailler pour un salaire minimal, et ce sont souvent des personnes qui sont employées en tant que domestiques. Un autre point qui cristallise les tensions par rapport à ce pays, c'est le système de tutelle masculine qui est gravé dans le marbre en Arabie Saoudite, malgré le fait qu'il y ait une loi qui soit passée le 8 mars 2022, journée internationale de la femme. Mais quand on creuse un peu la surface, quand on va derrière cet écran de fumée, on se rend compte que justement c'est essentiellement un écran de fumée pour rassurer la communauté internationale, pour favoriser les échanges de biens, de capitaux. Ça a été pendant très longtemps ça un facteur bloquant pour la communauté internationale. Ça s'est légèrement assoupli grâce à cette loi un petit peu factice, parce que quand on regarde vraiment le détail, on se rend compte que dans les faits, les droits sont différents entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre, l'acquisition pour les 3 prochaines années du Masters féminin de tennis, c'est une prise de guerre qui est formidable pour le royaume. Ça va permettre de lisser son image. C'est au niveau symbolique une manœuvre qui est d'un cynisme exceptionnel, on peut le dire franchement. Et le dernier point d'importance, c'est que les opposants ou les critiques du royaume sont emprisonnés, torturés, et même parfois assassinés. Une fois qu'on a dit tout ça, on arrive désormais à la stratégie de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un point qui est super important. La multiplication des écrans de fumée via des investissements massifs, que ce soit dans le divertissement, dans le sport, mais surtout portés vers l'international, c'est ce qui guide l'Arabie Saoudite depuis plusieurs années maintenant. C'est un projet qui est porté par Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier du royaume. Parfois, ils se contentent pas d'investir, ils vont créer eux-mêmes leur ligue dissidente, et c'est ce qui s'est passé en golf avec le Live Golf, qui a dépouillé la PGA, Mickelson, DeChambeau, Jon Rahm, il y en a d'autres, mais ça, ce sont des prises de guerre qui ont été très importantes. Et donc, on acquiert des actifs et on lisse son image via ce qu'on appelle le sports washing. Alors c'est pas inventé par l'Arabie Saoudite, le sports washing, ça existe depuis la nuit des temps, peut-être depuis que le sport existe. Les États-Unis ont fait ça, la France même a fait ça avec la finale de Ligue des Champions récupérée par Macron, également les Jeux Olympiques qui sont un formidable outil pour développer son image à l'international. Mais pour l'Arabie Saoudite, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que le prince héritier, Mohammed Ben Salman, il a une stratégie qu'il a appelée Vision 2030, et cette stratégie, en gros, elle consiste à sortir de la rente pétrolière. C'est une stratégie qui a animé également le Qatar. Et le Qatar avait un temps d'avance par rapport à l'Arabie Saoudite. Le Qatar a commencé à verbaliser ça au début des années 2000, et puis on a vu des investissements massifs ensuite, et notamment en France, avec l'ère Sarkozy qui a permis les investissements massifs du Qatar, que ce soit au Paris Saint-Germain, et même globalement dans le pays. Et l'idée, c'est de diversifier les actifs, d'être un petit peu partout. Actuellement, le PIF, donc c'est le nom du fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, il a une somme d'actifs qui est estimée à 925 milliards de dollars, et le but, c'est en 2030 d'avoir
2000 milliards de dollars en actifs, bien souvent internationaux. Ça n'a aucun sens d'investir uniquement dans ton propre pays, en Arabie Saoudite pour le développer. Non, il faut essayer d'aller échanger avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Asie, avec la Chine. Mais du coup, quand tu as une image, entre guillemets, sulfureuse qu'on a développée il y a quelques minutes, eh bien, tu es obligé de lisser cette image, de la transformer. Et ça, le sport, c'est un outil qui est absolument merveilleux pour le faire. Un point important également avant qu'on enchaîne sur la suite, c'est que c'est très important de ne pas adopter l'angle de donneur de leçons. Déjà, c'est pas un bon angle d'analyse ni de travail, et puis c'est quelque chose qui peut très vite se retourner contre toi, et puis bon, quand on parle du point de vue français, on a aussi quelques petites choses à se reprocher. Le colonialisme, dont les effets sont encore tangibles à l'heure actuelle, l'esclavagisme, la guerre d'Algérie qui est toujours pas correctement enseignée à l'école parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer, parce qu'on a honte de ce qui s'est passé. Du coup, quand tu es à l'école, t'étudies pas correctement la guerre d'Algérie, parce que c'est une tâche. Et même sans parler des médias, une bonne partie des médias actuellement en France qui est détenue par une poignée de milliardaires, et du coup on a un contrôle quand même de l'information et des médias qui est fait par, 6-7 personnes. Même si, bon, la France est aussi le pays des Lumières, c'est un pays qui a impulsé cette dynamique au XVIIIe siècle, le monde serait différent sans l'action de la France, Diderot, d'Alembert, Rousseau, etc., qui ont quelque part modifié le destin du monde avec la Révolution qui a abouti ensuite à la fin du XVIIIe siècle. Donc rien n'est tout à fait linéaire, il faut pas non plus sauter à pieds joints sur la tronche de l'Arabie Saoudite, il faut être capable de pointer ce qui se passe là-bas. Après, vous allez me dire, on joue en Chine. On joue en Chine, où la situation des Ouïghours, elle est particulièrement complexe. Allez, on bascule sur le deuxième point de cette vidéo, les idiots utiles au service d'un État. Alors là, il y a une grande confusion sur ce sujet, je trouve, même de la part des spécialistes, de certains journalistes. Je le lis dans les commentaires sur les réseaux, sur Twitter, où vous voulez, sur Instagram. Absolument rien n'obligeait Djokovic, Nadal, Sinner, Medvedev, Rune à jouer cette exhibition. Rien ne les obligeait, alors que quand ils font partie du circuit ATP, ils sont contraints de jouer certains événements. Par exemple, les Masters 1000, vous êtes obligé, à part Monte Carlo, de les jouer, sauf si vous êtes blessé, et sauf si vous pouvez justifier d'une certaine seniorité, d'une expérience, comme par exemple Novak Djokovic, qui est d'ailleurs le seul membre du top 8 à pouvoir construire son calendrier à la carte. Les joueurs sont des contracteurs indépendants, mais ils ont des devoirs vis-à-vis de l'ATP. Ici, le grand distinguo à faire, c'est que les joueurs acceptent de jouer, et c'est une exhibition qui est très clairement faite pour arranger l'image d'un État. Déjà, on le voit, hein, le simple fait de surpayer autant, de donner 6 millions de dollars au vainqueur de cette exhibition qui va jouer et gagner 3 matchs, bah, ça montre le rapport de force dans la transaction. Ça montre que pour convaincre les joueurs, faut vraiment surpayer, quoi. Faut payer l'équivalent de 2 titres en Grand Chelem. Quand on a un acteur comme ça qui arrive avec des sommes qui cassent le marché, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres, entre guillemets, ou en tout cas qui ne sert uniquement un seul objectif, qui est celui du soft power, de l'image du pays. Et du coup, on a des joueurs qui sont là, au milieu, en tant que contracteurs indépendants, mais comme idiots utiles. Des joueurs en plus qui utilisent le prestige acquis sur les circuits traditionnels pour le monnayer de cette façon. Et le fait que ça vienne de joueurs aussi iconiques que Novak, Djokovic et Rafael Nadal en partie, il y a quelque chose qui me dérange. Donc vous voyez, contrairement à un événement du circuit qui serait obligatoire et du coup la responsabilité de jouer dans ce pays incombe à l'ATP essentiellement, là on est dans une situation différente où la responsabilité de jouer en Arabie Saoudite incombe aux joueurs avant tout. Et c'est vraiment ça la distinction, et justement je vous propose de regarder un petit extrait de John McEnroe qui, en 1980, donc il est au tout début de sa carrière, il a 21 ans, Johnny Mac à cette époque, il avait refusé de jouer en Afrique du Sud, alors l'Afrique du Sud de l'apartheid, et on voit à quel point dans cet extrait, l'époque a changé. A lot of people over the years have come up to me and thanked me for not going to South Africa when I was offered a lot of, unbelievable, $1 million at that time was like, at least 10 million now or more, play an exhibition against Bjorn. So I feel proud that I made that decision at the time. Had I done it, I don't think it would have changed the world one way or the other had I gone, but I'm proud that I did do it. It felt wrong. And I remember thinking that I had just walked into a sport that was exploding, in my opinion, and it was thanks to the people that I idolized, like Laver was my idol, and some others that, blazed the trail, and Bjorn and Connors and these other guys that I was lucky enough to be playing. So I thought this was rather amazing.
And then so I thought to myself, yeah, this is an unbelievable amount of money at the time, but it's also, there's a reason why they're offering me an unbelievable amount of money, because they're going to take advantage of me and sort of use that propaganda in a way. I mean, I was 21, but I could get that. So I wasn't going to be the pawn in that whole thing. So that, you know, I took pride in that. It wasn't that difficult, ultimately, decision. I didn't need, you know, I'm 21. I don't need the money that bad yet. So I think that was one of the better decisions I made in my career. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des ponts entre, je trouve, John McEnroe et un Carlos Alcaraz. Dans l'idée, on a quelque chose d'assez similaire en termes d'âge, en termes de décision. On était à l'époque, en 1980, 5 ans après la fin de la guerre du Vietnam, donc forcément on est dans une époque différente, époque où les engagements forts sont plus puissants que la richesse personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui va changer dans les années 80, où l'argent va devenir tout puissant, l'argent va devenir roi. On enchaîne avec le troisième point de cette vidéo, et une communication suspecte. Je vais vous le dire, je soupçonne très fortement l'Arabie Saoudite d'avoir recours à une armée numérique pour booster les engagements autour de ces événements. Alors, les armées numériques, on a commencé à en entendre parler avec le Paris Saint-Germain, les campagnes de dénigrement contre Rabiot, contre Mbappé, mais c'est pas simplement utilisé de façon négative. Ça peut être utilisé pour booster les engagements, pour booster la visibilité d'un événement. Et quand on regarde les événements qui ont lieu en Arabie Saoudite, il y a un niveau d'engagement qui est plus que louche. Quand tu regardes les messages qui sont copiés-collés en boucle, des pics improbables d'engagement au départ d'un poste, tu vois un truc qui boom complètement. Les posts de Cristiano Ronaldo par exemple, c'est n'importe quoi, qui joue en Arabie Saoudite. Twitter en plus, c'est une plateforme qui est elle-même très orientée. Les fake news qui pleuvent à gogo, Elon Musk qui est désormais l'un des contributeurs privés les plus importants de Donald Trump, il a donné 75 millions de dollars à Trump il y a 3-4 jours maintenant pour sa campagne. Donc on a un énorme mélange des genres, où des propriétaires de médias, des propriétaires de réseaux sociaux sont aussi des acteurs concrets de campagne politique. L'ATP a également dévoilé son jeu carte sur table cette semaine, ça a été très intéressant à observer. Tu regardes les posts de Tennis TV sur Twitter, ils ont fait une promotion massive du Six Kings Slam. Donc on rappelle, il y a deux choses. C'est un événement, c'est une exhibition. L'ATP interdit au Six Kings Slam de se jouer sur 3 jours consécutifs, c'est pour ça qu'on n'a pas joué le vendredi. On a fait mercredi, jeudi, pause le vendredi, finale le samedi, parce que l'ATP interdit ça. Et malgré tout, donc, grosse promotion. Je rappelle, il y a 3 ATP 250 cette semaine en même temps. Donc ça vient en contradiction, ça vient en conflit avec le propre produit de l'ATP. Et quelque chose qui est complètement lunaire. Mais à l'ATP, ils sont un peu coincés. On va en reparler, mais l'Arabie Saoudite, c'est un acteur qui va être très important dans le tennis ces prochaines années, qu'il est déjà. Le PIF sponsorise l'ATP. Maintenant, vous voyez, c'est ATP Ranking by PIF. Donc c'est le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite qui a commencé à mettre des billes à l'ATP, donc forcément l'ATP, je pense que dans le contrat, ils étaient obligés de faire la promotion du Six Kings Slam, même si ça vient en contradiction avec son propre produit. On a parlé Six Kings Slam, on a parlé pognon, on a parlé droits humains dans cette vidéo, mais on n'a pas parlé du sujet principal. Et c'est le dernier point de cette vidéo. Le tennis est en danger, à mon sens. Ça fait 1 ou 2 ans que je vous pointe ça, peut-être même un petit peu plus sur la chaîne, parce que pour moi, le véritable enjeu de ces 10 prochaines années, ça devrait pas être de savoir pourquoi nos stars préférées font des exhibitions à la con dans des pays problématiques. Ça devrait pas être ça, ça devrait être la meilleure répartition, redistribution de l'argent généré par le tennis. C'est pas normal que ce sport ne fasse vivre que 100 personnes, que 100 joueurs. Si t'es pas dans le cadre des grands chelems, tu vis pas du tennis. Si t'es 160e mondial, tu ne vis pas du tennis, tu vivotes, tu galères. Tu sais pas si tu dois prendre un coach, un prépa, comment est-ce que tu voyages. En tant que contracteur indépendant, tu dois payer toi-même tes voyages, tes hôtels. C'est très compliqué et c'est pas normal qu'on ait si peu de gens qui peuvent vivre de notre sport, de ce sport. C'est pas normal. Alors là, en plus, maintenant, on voit une invisibilisation complète des produits qui ne sont pas premium. Tu vois les ATP 250, ils se font noyer, quoi, par les Masters 1000 sur 12 jours, qui cassent ces semaines avec des petits tournois. Là, on a des exos qui viennent en contradiction avec 3 ATP 250. Donc ça veut aussi dire que les joueurs qui jouent les gros tournois, là, comme ça, l'un d'entre eux ne peut pas accepter une garantie énorme pour aller jouer à 250. Donc ça vient complètement en conflit. On peut pas avoir des exhibitions blockbuster comme ça en pleine saison. Ça n'a aucun sens. On peut pas l'accepter. Je vais donner un peu plus mon avis sur la fin de cette vidéo, après avoir quand même essayé d'être le plus neutre possible sur le développement, mais je trouve ça indigne de la part de l'ATP de faire cette promotion.
Je trouve ça indigne de la part du Big Three de ne pas assurer son rôle de gardien du temple. Il y a quelque chose qui va pas. Novak qui prend l'argent, comme les autres. Rafa qui est désormais ambassadeur du tennis saoudien, donc évidemment qu'il allait être présent au Six Kings Slam. Federer qui crée sa propre exhibition et qui chasse le tournoi de Metz à l'époque, juste après l'US Open, avec l'aval de l'ATP, encore une fois. Il y a des choses qui vont pas, en fait. On attendrait de ces joueurs, en tout cas moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'attends de ces joueurs de défendre leur sport et d'avoir la reconnaissance du ventre. De savoir que s'ils sont devenus les légendes qu'ils sont, c'est grâce au Grand Chelem, c'est grâce au circuit traditionnel, et de le rendre. Pas de se précipiter à aller récupérer quelques millions ici ou là pour rien. Ils ont déjà tellement gagné, Nadal et Novak, ils ont gagné plusieurs centaines de millions dans leur carrière, ça ne sert à rien pour eux d'aller récupérer quelques millions en plus. Ça ne sert à rien, strictement à rien, ça ne change pas leur vie. C'est désolant. Alors oui, ils ont dansé ensemble, oui, ils sont allés à la fête foraine ensemble, on n'en a rien à branler. Rien à branler. Rien à branler, ça n'a aucun sens. Et d'avoir un Djokovic-Nadal, dernier match entre les deux, avant la retraite de Rafa, qui se passe dans ce contexte-là, c'est une tâche dans l'histoire. Voilà, je suis peut-être un petit peu trop passionné par rapport à ça. Je me suis peut-être un petit peu empêché pendant la vidéo, mais ça me gonfle, ça me saoule. On est beaucoup tombé sur Roger pour le côté businessman avant tout. Ben franchement, Rafa il est pareil, Novak il est pas loin d'être pareil. Donc ce genre de critique maintenant, je pense qu'on peut éventuellement un tout petit peu l'éterniser. Pour redevenir concret, sérieux quelques instants, l'Arabie Saoudite c'est quand même un acteur qui tombe à pic actuellement dans une période voilà, un peu complexe, des divisions qui sont nettes entre les instances, entre l'ATP, la WTA, l'ITF. C'est une situation qui est compliquée, mais moi je vois un vrai danger. Et en fait, il suffit de regarder le foot, il suffit de regarder les effets pervers de la multipropriété, des fonds d'investissement qui sont en train de tuer le football. Je sais pas si vous regardez du foot de votre côté, moi c'est un sport pour moi qui est en voie de disparition, qui va crever, qui va mourir. Il y a trop de matchs, il y a trop de compétitions, il y a trop de fonds privés d'investissement qui, comme des vautours, viennent mettre 20% ci, 5% là, qui ont 6 clubs en même temps en Europe. Et l'UEFA ne fait rien. La FIFA, n'en parlons pas, un des organismes les plus corrompus de l'histoire. Bref, en fait, quand tu te sers du sport comme un outil politique, quand tu n'apportes aucune contribution concrète à ton sport, si ce n'est en fait de te servir du préexistant, utiliser l'histoire du sport pour toi mettre ensuite ton petit label dessus et surpayer les acteurs parce que forcément c'est l'argent qui est roi, bah, il est où l'apport en fait concret dans l'histoire du jeu, dans l'histoire du sport? C'est quelque chose qui est volatile en plus parce que investir pour de mauvaises raisons, bah, c'est pas forcément quelque chose qui est pérenne. Les vraies personnes qui tiennent les institutions, en football par exemple, ce sont les supporters. C'est les supporters qui seront encore là. C'est les supporters qui se tapent les trajets, c'est les supporters en fait le socle du truc. Et en tennis, on a l'impression que ce socle, ça devrait être les anciens grands champions. Mais voilà, vous avez vu que finalement le Big Three, bah, ce sont des gens comme les autres, qu'ils pensent surtout à leurs propres intérêts et pas à l'intérêt de leur sport. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu partie dans tous les sens. J'ai essayé de faire une première partie quand même assez cadrée, le plus neutre possible. Je me suis enflammé sur la fin, je suis désolé. C'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, comme vous le voyez. J'ai peur en fait pour l'avenir du sport, pour l'avenir du tennis en particulier. Peut-être aussi que on met trop d'attentes personnelles vis-à-vis du sport, on attend trop de choses, on attend d'être diverti, peut-être aussi c'est parce qu'on est dans une époque où, bah, à part ça, on se galère, on voit bien que la réalité du monde elle est pas rose, et du coup le sport est vécu comme un échappatoire pour nous, pour certains, et du coup on est branché en ligne continue tout le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des matchs tout le temps. Mais en fait il faut sortir de ça, et la meilleure manière de lutter, bah, c'est de ne pas consommer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère avoir fait le tour. Peut-être vidéo un petit peu confuse là pour une fois, mais voilà, je vous ai dit l'essentiel. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on se retrouve très vite pour parler de tennis, cette fois-ci. On a un peu parlé de tennis, mais pas le tennis qu'on aime, quoi.